Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue au Fantasy Film Festival. Merci pour votre présence ce soir. Donc là, on est très très content d'accueillir avec moi l'acteur et l'écrivain, parce qu'en ce moment il écrit pas mal de choses, Nicolas Morawan. Merci, ça me fait plaisir, merci à tous d'être venus. Donc Nicolas, on va parler de plein de choses ce soir, et après à la fin on va ouvrir la salle à la discussion, aux questions. Mais moi je voudrais commencer par plein de choses, d'accord? Comme on parlait avant de commencer l'enregistrement, c'est qu'on va parler de choses qu'on ne parle pas, dont on ne parle pas souvent. Je pense qu'il y a plein de choses, il y a plein de sujets concernant les réalisateurs, les acteurs, la vie de l'acteur, comment on vit un rôle. Ouais. C'est encore tabou. J'ai l'impression que les gens, ils veulent juste la superficie, tu vois, ils veulent juste voir ce qu'ils veulent voir d'une star, mais ils veulent pas comprendre peut-être comment ça fonctionne. Tu vois, c'est comme l'électricité, par exemple. Moi, je comprends pas comment ça fonctionne, mais j'utilise. J'utilise. Ouais. Et j'ai l'impression que on atteint, et je suis désolé, je commence direct par ce qui marche, mais je pense que, je ne sais pas si on atteint une certaine limite avec ce star system, tu vois. Alors, on fabrique des stars mais qui vous êtes vraiment, les stars? Comment tu vis un rôle? Déjà, pour moi, le mot star, c'est un mot qui me bon. Captain. J'ai jamais vu un but d'être connu. C'est bien. Et je sens que le problème, c'est que quand c'est inversé, quand des gens qui veulent juste être connus, comme un acteur, va se donner. Par exemple, moi, j'étais un productif, parfois. Parce que c'est pas sur mais je n'ai jamais voulu être acteur, j'ai toujours voulu être réalisateur parce que j'aime beaucoup le cinéma. Et c'était pas pure coïncidence, il y a découvert que j'aime être acteur. Donc, et je pense que le fait que ça me dérange un peu d'être under the spotlight m'a aidé à garder un peu le truc très down to earth, réel. D'accord. Et donc, Nicolas, on va faire un petit voyage avec toi. Donc déjà, je vais parler de ton parcours, puis après, on va parler de le voyage de l'acteur. Ça veut dire, quand tu reçois un rôle, comment tu vis avec la nouvelle, cette nouvelle personne. Mais tout d'abord, je voudrais parler de ton parcours. Donc Nicolas, tu as commencé dans des séries à la télévision, si je ne me trompe pas. J'ai commencé dans le théâtre avant. Dans le théâtre, parce que tu sais, le théâtre est toujours, c'est pas si connu que les séries. C'est pour ça que la plupart des gens, pour eux, moi, j'ai commencé à la télé. Mais ce n'est pas le cas. Ok. Étudier l'art dramatique, l'art scénique, pour 4 ans, durant lesquels j'ai commencé déjà à travailler dans le théâtre. Et ensuite, 4 ans après, j'ai commencé à travailler dans le théâtre. Donc, j'ai fait 8 ans de théâtre avant le théâtre. D'accord. Et comment le théâtre t'a aidé pour être un meilleur acteur à la télé? C'est une thérapie, le théâtre. Ça m'a aidé dans ma vie aussi, parce que j'étais un productif, mais un jour. Et je ne savais pas quoi attendre en étudiant le théâtre. J'ai fait le théâtre dans le seul but de faire un master après en cinématographie. D'accord. Et c'est là que j'ai découvert que j'aime être acteur, que les émotions que j'ai sur scène, c'est quelque chose d'incomparable pour moi. Et ça m'a aidé dans la vie, pas plus que ça m'a aidé dans la vie. Nicolas, est-ce qu'il y a un bon acteur et un mauvais acteur? Je pense que récemment, il y a des mauvais acteurs, pour être honnête. D'accord. Parce que parfois, il y a des gens qui sont influenceurs. D'accord. Tu vois, c'est ça. En tant qu'acteur, non. Être acteur, c'est être une touch de human side. C'est quelqu'un qui se connaît, qui n'a pas peur d'être vulnérable,
surtout au monde arabe, où c'est un peu tabou aussi pour les hommes, spécialement d'être vulnérable, bien de montrer une certaine vulnérabilité. Alors, parlons de ça. Ouais. Est-ce que c'est l'acteur qui se met des limites dans le monde arabe, ou est-ce que c'est le réalisateur et la production qui se mettent les limites des émotions? Non, c'est une culture qui a commencé à se développer récemment. Mais toi, tu sais, tu connais, tu vois, les gens, l'image macho, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas être sentiment. Tu vois, tout ça. Nicolas, je ne vais pas spoiler ce que tu m'as raconté l'autre jour, mais sans nommer. Mais tu m'as raconté une histoire comme quand quelqu'un, un réalisateur, t'a demandé de ne pas pleurer dans une scène ou dans un film. Ouais. Comment t'as vécu ça? Non, tu sais, moi, pour moi, par exemple, en tant qu'acteur, je ne fais jamais de tâche de pleurer. Tu vois, donc c'est pas le but. Je surmonte la douleur, la souffrance, je ne la joue pas. Mais parfois quand tu pleures et quand c'est très intense, c'est joli. Lorsque c'est réel, c'est spontané. Mais pour lui, il ne voulait pas que son lead acteur pleure. Parce que ça le rend faible. Tu vois, là, ouais. Et t'as pleuré. D'accord. Nicolas, maintenant, je voudrais sauter à un autre sujet. Ouais. Donc, on a fait du théâtre, après on est passé à la télé. Après, on est devenu alors, excuse-moi, je vais le dire, mais un acteur très connu, une star de cinéma. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est parce que moi, je suis très pragmatique, je voudrais comprendre comment. Alors, c'est logique. Ouais. Il n'y a pas quelque chose de qui se fait. Mais raconte-nous, parce qu'on est vraiment curieux de savoir comment tu as vécu ça. Et est-ce que c'était un but de passer du théâtre au cinéma? Et comment ça s'est passé? Alors, step by step. Le but, c'est de toujours faire des rôles que j'aime faire. Que ce soit dans l'histoire de théâtre, au cinéma, à la télé. Ouais. Pour moi, les trois, j'aime beaucoup l'histoire, tu vois. Je ne vois pas la télé moins que le cinéma qui vient de perdre, comme beaucoup de gens. Ouais. Spécialement dans notre domaine, je pense. Pour moi, si tu es acteur, tu joues bien ici, là-bas, ailleurs, tu vois. Et tu t'amuses en jouant différemment dans trois différentes plates, parfois. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça aussi que je joue des rôles égyptiens. J'ai joué des rôles syriens, j'ai appris russe pour un feuilleton. J'ai appris syrien pour un autre. J'ai tourné à Athènes. Donc pour moi, c'est surtout de tâcher, de quitter quand c'est trop relax. Quand tu es dans ta comfort zone, en tant qu'acteur, run for your life. D'accord. Parce que c'est là que ça devient très intéressant. C'est pour cela d'ailleurs, je réfléchis à haute voix, mais c'est peut-être pour cela qu'on voit des acteurs et surtout des actrices qui jouent par exemple le même rôle, le même personnage dans plusieurs, tu vois, dans des séries. Oui, c'est connu, c'est pas le cast. Ouais. Et c'est vraiment dur d'y échapper. D'accord. Tu fais un rôle dans lequel les gens trouvent que tu es bien, donc tu as 4-5 rôles pareil, on va le faire, tu vois. Ouais. Et c'est un piège dans ça, parce que c'est... Est-ce que alors maintenant je pense que je connais la réponse, mais est-ce que tu es avec, est-ce que tu peux me tuer, est-ce que tu es contre les acteurs qui juste acceptent des rôles pour travailler, pour juste survivre? Non, je suis pas contre, parce que chacun a sa propre façon de penser, mais je comprends pas, parce que je pense pas, tu vois, je suis pas contre. Peut-être pour eux c'est un peu retour, mais je pense qu'à un certain moment, ils vont perdre la passion qu'ils ont pour la commande. D'accord. Intéressant. Ok. Nicolas, maintenant, je vais passer autre chose sur les émotions dans plusieurs langues et dans plusieurs pays. Donc là, on en a déjà parlé du background de chaque, par exemple, culture et des producteurs. Sauf que avec les différentes langues avec lesquelles tu as joué, comment ça s'articule en mode
d'émotion et comment ça s'articule en mode même, tu vois, la prononciation, ta voix, donc ça commence. Comment tu dis ça? Est-ce que tu changes de voix? Est-ce que Oui, je pense que c'est l'observation qu'on peut faire qui est le facteur le plus important dans ce genre de truc. Parce que, par exemple, quand j'ai décidé de partir en Égypte, parce que tu sais que l'Égypte, au monde arabe, c'est un peu au niveau du Moyen-Orient, donc tu as beaucoup plus d'opportunités qu'à Beyrouth. Je l'ai fait avant. C'est très facile d'avoir un bel coach, mais il ne va pas te transmettre l'esprit de Jim. Donc, en coach, tu veux dire un coach du dialecte, de la prononciation, voilà, c'est complètement différent. Ouais. Donc, c'est à toi de faire cette recherche. C'est à toi d'être avec les gens de tous les jours, de te mettre dans un café à discuter avec des gens que tu connais pas, avec les gens de tous les jours, tu vois. C'est à toi de faire cette recherche. Parce que même la façon de parler est différente, la façon de prendre ton souffle quand tu parles, les lumières, tout ça, c'est là. Tu sais, maintenant, j'ai le trac parce que je me dis, tu es en train d'étudier mon langage corporel et tu peux, en n'importe quel moment, m'imiter. C'est flippant, mais non, c'est pas vrai. C'est comme ça avec les acteurs. Alors, merci pour ta réponse. Je passe à un sujet qui me tient à cœur. Oui. Un sujet, en ce moment, tu sais, dans le monde moderne, avec les réseaux et tout ça, on est toujours on écoute toujours ces influenceurs, influenceuses qui nous disent ben voilà, c'est bon. Disons, tu as traversé une petite période traumatisante. Ouais. C'est ta version que tu dois lâcher, que tu dois oublier, tu dois lâcher prise pour, tu vois, pour que tu puisses avancer vers une nouvelle version de toi. Donc ça, c'est en général. Et j'aime bien cette façon de voir la vie. Alors que tu viens de m'envoyer un texte, quelque chose qui te reste, qui te traverse, tu dis qu'en tant qu'acteur, toi, tu veux pas, tu t'attaches à ces émotions-là, tu t'attaches à ces mémoires-là, pour que tu puisses les utiliser plus tard dans ton travail. Ouais. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Ça, c'est tout écrit, tu vois, que je t'ai envoyé. Comment on vit ça? C'est écrit en anglais, où j'ai écrit ça, I always question the sanity of being an actor. Psychologiquement parlant, à quel point c'est sain, quoi. Et pour moi, les gens, ils travaillent, ils font ça, je vais lire un peu de ce que j'ai écrit, mais parce que je vais traduire en même temps. J'ai écrit ça, d'ailleurs, quand j'étais en train de tourner le rôle d'Abraham dans le film américain de Sun. C'était une scène après laquelle... C'était un film que Nicolas a tourné aux USA en collection en ligne. Oui, dans lequel j'ai joué le prophète Abraham qui était en train de sacrifier son fils. Et j'ai écrit comment une expérience émotionnelle épuisante peut-être être aussi gratifiante. Les gens luttent pour se défaire de leurs blessures, pour essayer de leur vers eux, pour aller vers l'avant. Mais les acteurs, ceux qui sont émotionnellement équilibrés, le font pour grandir, pour devenir une meilleure version de l'âme. Mais en revanche, les acteurs s'approchent de l'image, les nourrissent et s'en nourrissent, les entretiennent et les font ressurgir aussi souvent qu'ils sont ressentent de besoin. Ils se jettent volontairement à nouveau dans ces gouffres, comme vous avez peine à sortir dans cette douleur. Je suis toujours interrogé sur la santé mentale du métier acteur. J'ai toujours eu le sentiment que ces sensations magnifiques ressenties à l'issue d'une scène chargée en émotions n'étaient pas aussi belles qu'elles y paraissaient, qu'elles recelaient quelque chose de bénévole. J'ai toujours eu l'impression de ne pas être juste envers moi-même, conscient que l'acteur en moi ne respectait pas mon bien-être émotionnel, tout en sachant que je ne pouvais rien changer. Donc c'est ça, parce que au moins moi, parce que tu sais, en tant qu'acteur, tu as différentes écoles. Moi, par exemple, j'utilise tout mon passé dans tous les rôles que je fais. Donc, parfois, c'est comme si tu rentres dans une chambre, tu as beaucoup de tiroirs, et tu ouvres le soir, tu utilises maintenant dans cette scène, mais moi, ce rôle. Et parfois, la plupart des fois, c'est des souvenirs tristes, qui font pas de mal.
c'est en même temps ça va paraître un peu malogiste, mais c'est en même temps la satisfaction que j'ai à mon acteur, tu vois, quand je fais ça. D'accord. Très intéressant, hein, comme c'est. J'arrête pas de. Enfin, tu vois, c'est hallucinant, hein, parce que on sait très bien que c'est malsain. Tu vois, c'est malsain. Mais tu sais, je pense aussi que c'est un peu thérapeutique dans ce sens. Ok. Parce que parfois, par exemple, tu as une mémoire qui te fait pleurer. Et ensuite, après la 5e, 6e fois, ça ne marche plus. Tu laisses derrière et tout. C'est ce qu'on se disait à ce moment-là, faut aller retrouver, tu vois, une autre mémoire qui t'a fait de la peine. D'accord. Je trouve ça très intéressant et je trouve qu'on n'en parle pas du tout de ça. Alors, dis-moi, en tant qu'acteur, quand tu joues un rôle triste, et quand tu as une scène triste, il n'y a pas de rôle triste, mais quand t'as une scène triste, combien ça te prend de temps pour entrer dans le mood de cet acteur, te dire ça dépend des rôles, ça dépend des tournages, ça dépend de plusieurs facteurs. Mais sur le long métrage que tu as tourné dans les US, t'as dû vivre, si je me trompe pas, en recluse. Ouais, parce que j'avais le stade d'avant, c'était mon premier film à tourner là-bas. Ouais. Et ensuite, le rôle, c'est un prophète. C'est le rôle le plus loin du monde que j'ai jamais joué. Et on était en train de tourner dans des conditions très difficiles, dans le désert, au mois d'août. Donc, c'était avec une bande officielle, des choses assez. C'était vraiment très évident, physiquement. Et émotionnellement aussi, c'était pareil. J'avais toujours peur de lâcher, de perdre la ligne, le personnage, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me rappelle, durant toute la partie, c'était, je pense, 2 mois de tournage, un peu moins. J'ai jamais sorti ça avec l'équipe, même au Days Off, jamais de musique. D'accord. Bien qu'il me rappelle de comparaison. Mais c'était un choix. Je voulais essayer de faire ça. Ouais. Et d'accord, parce que le film, tu vois, j'ai regardé, je te l'ai déjà dit, le film est très très bien fait. Et ton jeu d'acteur, il est incroyable. Merci de dire. Ouais. Donc, ça marche, tu vois. Tu essaies, tu crois que ça marche. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, Nicolas, justement, on a des questions. Bon, il n'y a pas de quiz. Ben, non, non, deux, parce que je vais commencer avec, Un jour, hein. ouais. Alors, ça fait quoi de travailler avec des équipes de tournage que la semaine était différente? Là, j'ai comme tournage, j'étais avec une équipe égyptienne, différent, tournage américain avec l'équipe américaine. J'aime beaucoup la question. Tu sais, ça fait très beau. Parce que tu découvres qu'au fond, on est tous, pareils, quoi. J'ai l'expérience, la plus marquante que j'ai eue, c'était quand j'ai tourné avec une équipe russe. Et j'avais jamais entendu parler russe, tu vois, j'ai appris mes lignes, mais en tant que voice notes. Et j'ai écrit des trucs en alphabet français, parce que dans le film, c'est pas comme l'anglais. Donc, c'est tout ce que je sais de russe. C'est juste mes répliques. OK? Et d'abord, sur le scène de tournage, tu réalises que tout le monde qui travaille dans ce domaine travaille de la même façon. Au point que tu n'as plus besoin de quelqu'un pour te traduire ce qui se passe en dessous. Tu vois ce que je veux dire? C'était pour moi une très belle expérience parce que je réalise qu'au fond, on est tous pareils. Et c'était le message pas le message, pas la morale, mais c'était quelque chose de très important dans la colonne vertébrale du gouvernement tourner, de montrer que les gens sont très différents. Parce que je jouais le rôle d'un Syrien qui parlait russe en Syrie à Moscou et qui rencontre un Russe. C'est un autre chef entre les deux. Et durant le feuilleton, on découvre qu'il n'est pas si différent et il découvre que je suis pas si différent. Donc, c'était beau d'avoir expérimenté ça aussi dans les quiz.
Et c'est beau, hein, ça garde les ressources sont libérables. Ouais. Et les tournages, c'est un tournage. Ouais. Pour moi, les ressources, aussi. Ouais. I believe that j'ai écrit quelque chose qui dit acting is not about what you say, but more about how you say it. Because language is not border, but emotions they can travel anywhere. So c'est ça pour moi. Ouais, comme ça. Très bien. Ouais. Vous avez une autre question là-bas? Oui. Bon, ben, c'est une question qui ressemble un peu avec ce qu'on a causé, mais c'est plus sur l'Égypte. Est-ce qu'en tant que Libanais, tu as senti une grande différence? On a un grand clash culturel quand tu as été en Égypte. Ou est-ce que c'était plutôt similaire? Non, il y a eu une grande différence entre l'Égypte et le Liban, et surtout parce que tous les rôles que je jouais en Égypte, c'était des personnages phéniciens. Et mon premier, c'était le rôle d'un chef. Je suis libanais, chrétien, c'était un chef qui est musulman, égyptien. Et donc c'était vraiment très différent de moi. Et c'est ce qui m'a plu le plus. Tu vois ce que je veux dire? Et même dans la culture et dans la vie de tous les jours, c'est très différent des du Liban. Je sais que les deux sont un pays arabe pour les gens spécialement ici, mais c'est deux très différentes cultures. Je voudrais bien voir comment tu ressemblais dans cette théorie. C'est bien. Et si on a d'autres questions jusqu'à maintenant. Désormais, le population a lancé arrivé par un âge qui comme personnage, on va dire, quelque chose sur le qui Ouais, j'ai vu ça beaucoup de fois. On a tourné un film à Dubaï, c'était une production canadienne. C'était un film indépendant, c'est un feature, c'est un long métrage, et dans lequel il n'y avait pas de script. Il y avait juste moi et une actrice. Et on a joué 8 différentes scènes dans la vie d'un couple. Donc, avant de tourner chaque scène, le réal, il nous disait quelques trucs. Par exemple, à un certain point, je veux que tu claques la porte. À un certain point, je veux que tu lui dises cette phrase. Et on a improvisé tout. Et ça s'était très bien passé parce que le théâtre, j'aime beaucoup l'improvisation. Et c'est un film qui a fait tourner le festival en Europe et pour lequel j'ai eu un prix au London International Filmmaker Festival. Et j'ai beaucoup aimé le fait que j'ai pris un prix pour un film expérimental basé sur l'improvisation. Et en Égypte aussi, on était en train de tourner un feuilleton. Et les réalisatrices, c'était 3 femmes qui n'ont jamais fait un feuilleton auparavant. Les 3 viennent du cinéma indépendant. Et ils ont décidé d'écrire et de réaliser un feuilleton. Donc, ils ont pris le choix de ne pas faire gros plans, genre plongée, genre champ contre champ, mais autant qu'elle pourrait de faire une caméra fixe qui voit les acteurs. Et ça, c'était la plus belle expérience que j'ai faite en tant que télévision. Donc oui, j'aime ça beaucoup. D'autres questions? Bon, ben, je regarde la question parce que forcément les questions sont très intéressantes. Je pense. Bon, du coup, je voudrais citer un film qu'on a regardé aujourd'hui, qui m'a marqué, qui a marqué le public. C'est un film qui s'appelle Portrait of Desire. Ah oui, j'ai vu. Et je ne savais pas que l'actrice, elle n'a jamais fait de film. Enfin, elle n'a jamais fait actrice. Ouais. Ah, Ouais. je vous ai pas reconnu, j'ai beaucoup aimé le film. Et c'est un film qui passe pas inaperçu. Ouais. Enfin, la direction d'acteur ne passe pas inaperçue. Et donc, comment tu vois des gens qui n'ont jamais joué dans un film après des artistes. Et comme c'est très beau parce que le voir qu'ils ont quelque chose de nouveau à porter, c'est un truc brut, réel, spontané.
Mais normalement, j'aime beaucoup quand je regarde un film dans lequel j'adore, je joue pour la première fois. Et là, je savais pas que c'était la première fois que j'ai adoré le film. Tu vois, il y a aussi Malila qui est une réalisatrice libanaise qui travaille avec des gens qui sont pas acteurs. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait avec eux. C'est juste quelqu'un qui est, comme je l'ai dit auparavant, un coach sur le stream, quelqu'un qui sait comment. Nicolas, pour un acteur, une actrice professionnelle, quand je dis professionnelle, ça veut dire avec un historique, avec une certaine expérience. À ton avis, à quel moment on va faire le recette? Tu vois, à quel moment est-ce qu'on va, Toujours, tu as besoin de recette. C'est comme ça, par exemple, que je voyage tout le temps pour assister à des festivals de l'indépendance, parce que pour moi, c'est là où je peux faire beaucoup de workshops. C'est comme ça que tu t'inventes? Ouais, bien sûr. Parce que je pense que c'est très important pour les gens, surtout pour les gens qui travaillent dans des trucs très commercial, si on peut dire, de ne pas oublier la flanque qui est vraiment, tu vois, je me dire. Et c'est pour ça que je fais, par exemple, j'ai comme un système dans ma tête, je fais 1 an, mais un livre de trucs commercial pour laisser 1 an de faire des trucs indépendants que j'aime. D'accord. Ça ne fait pas. Donc c'est ça, c'est toujours ça pour moi. Et je suis hyper content d'avoir pu garder ces 2 livres en parallèle dans mon 20 ans de carrière. Tu vois, c'est quoi ton rêve? C'est mon rêve que tu n'as pas encore atteint, je les aime. C'est facile. Ok. C'est pas un rêve, mais c'est quelque chose que je pense tout le temps. À quoi je pense tout le temps? Je pense que j'espère un jour pouvoir gagner ma vie du théâtre. C'est ça. Théâtre. Ouais. D'accord. Parce que j'aime beaucoup le théâtre. Oui, ça me manque. D'accord. Tu vois, le théâtre a besoin de beaucoup de temps, beaucoup de commitment. Et si j'ai à peur, parfois tu n'as pas ce temps au film. Cite-moi un rôle que tu ne joueras, je vais dire en temps traditionnel, que tu ne jouerais pas. Là, il n'y a aucun rôle que je ne jouerais pas. Pas de reste, on ne jouerait pas ça. D'accord. En pays. Maintenant, je passe encore à une autre sujet. C'est les films commerciaux, tu vois, avec des acteurs et actrices professionnels. Il y a en ce moment, dans les salles de cinéma, beaucoup de films, des classes du cinéma d'auteur, un cinéma plutôt commercial, mais avec des acteurs et des actrices qui appartiennent à ce cinéma d'auteur. Comment tu vois cette transposition d'un cinéma d'auteur à un cinéma commercial? Est-ce que l'acteur, il suit bien ou il suit pas? Moi, je sais pas. C'est sûr, je sais pas. Parce que si je travaille avec quelqu'un avec un réel qui est bien, il voit, tu vois ce que je veux dire. Mais ça demande beaucoup de confiance. Parce que normalement, les acteurs qui viennent des films d'auteur n'ont pas très confiance en les réels et des trucs très commerciaux. Donc, c'est juste trouver la bonne combinaison acteur-réel. Parce que un très bon acteur peut ne pas être bon du tout si tu travailles avec un réel qui n'est pas bien et vice-versa. Nicolas, pourquoi? Je ne vais pas généraliser parce qu'il y en a pas mal d'acteurs professionnels qui le font en ce moment. Et pourquoi il y a encore les acteurs et les actrices professionnels sont réticents vis-à-vis des courts-métrages? Pourtant, à mon avis, à mes yeux, les courts-métrages, parfois pourraient être beaucoup plus accessibles à un public, beaucoup plus émotionnel. Tu vois, moi, j'aime beaucoup les courts-métrages, mais je pense pas qu'ils sont plus accessibles à un public. Enfin, les courts-métrages, oui, je vois uniquement les courts-métrages dans les festivals de cinéma. Pour moi, ça sera, mais là, maintenant, le cinéma, même la salle de cinéma, est faire un peu sous-champ. Mais pour moi, ça serait super beau si les salles de cinéma, essaient de prendre des courts-métrages pour les poster, soit sur les acteurs, ils cherchent à trouver pour eux, pour les prendre. C'est pas dans mon intérêt de faire un court-métrage. Pourquoi? Non, moi, j'aime. J'essaie de penser à leur place.
Moi, j'ai fait quelques courts-métrages, j'aime beaucoup les courts-métrages. Ouais. Ok, parce que je trouve que on est encore très réticents, tu vois, d'être d'affiches, enfin, tu vois, des affiches de films. Mais même les réalisateurs, j'ai l'impression parfois que même si le court-métrage, c'est un art en soi-même, j'ai l'impression que le réalisateur de court-métrage, il commence par des cours et ensuite il va faire des ondes avec mais c'est un peu comme une règle, tu vois. C'est comme si j'essaie dans un truc pour faire un peu comme c'est aussi un problème de réel. C'est vrai, c'est un problème de mentalité. Ouais. Ça veut dire, j'ai l'impression en particulier quand on fait des études de cinéma, tu vois, t'es réel, comme tu fais mon premier t'essaies. Et c'est pas vrai, tu vois, parce que, en plus, on essaie de dire tout le temps ça, tu vois, dans les festivals, c'est que tu vois, les courts-métrages, il y a des cours qui sont, tu vois, avec une qualité beaucoup plus supérieure à celle de Potigo pour les choses. D'accord. Est-ce qu'on a des questions justement? Donc, c'est regarder la conversation. Je vais prendre pas mais au fond. Non, c'est juste pour rebondir sur les courts-métrages. Le problème des courts-métrages, c'est l'économie. Je suis comédienne, j'ai vu beaucoup de courts-métrages, mais c'est plus facile de tourner dans des séries ou des films produits, des longs-métrages, que dans des courts-métrages. Et c'est pas une question, mais c'est souvent ce que je constate en France en tout cas, parce que les courts-métrages produits, comme ils ont une visibilité moins énorme que les longs-métrages, ils prennent des têtes d'affiche tout de suite. Et il y a cette économie-là qui rend l'exercice du court-métrage difficile, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui veulent tout de suite aller au long, parce que maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de festivals. Moi, je vais dans plein de festivals de court-métrage. Mais c'est quand même une économie parallèle. Parce que tous mes amis qui ne sont pas dans le métier, qui ne sont pas comédiens, ou techniciens ou autres, disent, mais à quoi ça sert de faire des courts-métrages? On l'envoie nulle part. C'est encore ce qu'on se dit aujourd'hui en France, même si ça... Oui, c'est partout, c'est le cas partout. Le problème du court-métrage, c'est que la visibilité n'est pas la même. On en parle beaucoup moins que des séries. C'est le seul du cinéma, c'est les plateformes, c'est genre de faire l'enfant. Et le sac que petit à petit, tous ensemble, tu vois, on peut commencer à faire un petit changement dans ce domaine-là, parce que, donc, je vais vous raconter un truc, et je reprends ta question. Merci pour ce que vous avez dit, c'est très intéressant, et c'est vrai que c'est l'économie, c'est le financier. Donc, du coup, ce que moi, je suis toujours en train de regarder des grands festivals, et parce que, en tant que tel, je suis vraiment à proximité tous les jours à mes petits réalisateurs, que ce soit en France ou aux États-Unis, ou au Canada, parce que c'est un peu ça, le Canada. Il y a où les gens, et ça se fait qui donc, et ben, je vais me dire, une fois la caméra, je fais d'amis, mais c'est pas bon. C'est que ça me fun de voir les réalisateurs, que je m'assais les marrants, ils sont grands, ça veut dire, par les réalisateurs, il a payé 150 balles pour essayer d'envoyer son film court-métrage sur le festival, en sachant dès le départ que ce film ne va pas être écrit, mais tu vois, t'as 0,002% de chance, tu l'envoies, alors que ce même réel, il va pas envoyer son film, il va pas payer 20 balles pour envoyer son film dans un festival américain. Je savais pas. Là-dessus, je vais mentionner le festival, je vais pas parler de la France comme ça, je t'appelle Benin, je vais pas mais il y a un grand festival indépendant qui s'appelle le Tribeca, le festival de Tribeca. Les petits millions, c'est une très grande machine américaine pour les festivals indépendants. Le Sundance, le festival de Sundance, et Tribeca qui est à Villa. Tribeca, ils m'ont reçu approximativement en 2026, donc le festival s'est déroulé il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines. Ils m'ont reçu 6,000 films. 6,000 approximativement dans les films. Pour envoyer ton film à Tribeca, c'est approximativement 100 €. Bon, D'accord. Ça, on parle de court-métrage, on parle pas de Norvège. Sur ces 6,000 films, ils ont gardé 54.
Regardez le ratio. Ouais. Ça veut dire des réals qui ont investi beaucoup d'argent dès dans le film, qui ont encore investi dans le festival. Et je pense qu'ils doivent réclamer dans le stock qu'ils vont marcher dans une bonne festival. Là-dessus, donc dans le second festival indépendant, il y a que 3 projets qui ont trouvé des distributeurs. 3 projets sur 54 sélectionnés sur 6 000 envoyés. Ça veut dire on est dans une économie, on est encore dans une mentalité que moi, je suis réel, un film. Et je vais tout faire pour Tampé, mais 0.0. Ouais, mais je pense que c'est à nous de commencer à se dire ça entre nous pour essayer de trouver une solution pour nous, tu vois, pour comprendre que, d'accord, c'est... Tu peux penser, c'est ça, il y a une licence, la communauté de base. Ouais, Il faut qu'on pense au domaine comme une communauté. Parce que il y a beaucoup de gens qui pensent pas pareil. et c'est pas une compétition, Non. ce n'est pas qui va décrocher le premier long métrage. Ouais, là, c'est pas ça. Et je trouve ça très intéressant. Tu vois, j'ai encore à chaque fois que je mentionne ça parce que je l'ai appris la semaine dernière et ça me rend fou. Tu vois, ça veut dire tous ces réalisateurs-là qui ont financé ce festival-là et il y a personne qui a pu y aller parce que ils t'invitent même pas. Tu vois, c'est-à-dire même si tu veux y aller, tu vas payer tout le monde. Enfin, c'est hallucinant. Moi, j'ai envie de dire à tous les gars, je pense qu'ils doivent s'entraider mieux, tu vois, en mode underground, en mode festival indépendant, en mode réseautage indépendant, pour trouver des solutions à nous-mêmes, à nos projets, et pour avancer, parce que, tu vois, et aujourd'hui, j'ai appris que, moi, je suis pour tous les festivals indépendants, mais moi, à chaque fois qu'on a un festival, nous, se dire, les mentalités sont en train de changer, c'est-à-dire, on est en train d'apprendre aux gens de revenir au cinéma, de venir regarder des projets. J'ai appris que le festival des Champs-Élysées n'existe plus. Donc le festival parisien, le plus grand festival parisien de Champs-Élysées, voilà, c'est ils avaient des difficultés comme ça, mais ils ont arrêté. Et ça me fait mal au cœur de voir ça. Mais du coup, je pense que j'ai trop parlé, je sais. Non, mais je suis très passionné. Je vais reprendre ta question. Oui. Nicolas, est-ce qu'il y a un acteur ou une personne qui a été une inspiration pour toi dans ta carrière? À part moi. Par le lycée. Une inspiration, oui, j'aimais beaucoup, quand j'ai commencé à être acteur, j'appréciais beaucoup, et j'apprécie toujours John Michael et Daniel Day-Lewis, mes deux préférés. Ouais. Je trouve là d'autres questions. D'accord. Ben, c'est quoi ton film préféré? Ah, j'ai pas de film que je ne pas. Vraiment, j'ai trois gros films préférés. D'accord. Ouais, cool. Récemment, j'ai beaucoup aimé Sentimental Value. Ok. Ouais. Je pense que c'est un de mon film que le festival. Palace Lives. Ok. Il y a 2-3 ans. J'aime beaucoup le cinéma Paradiso, j'aime beaucoup. Il y a un film que j'aime beaucoup, c'est Magnolia. Magnolia, ok. Ouais. C'est avec tout le monde. Steve McQueen. Magnolia, il y avait Code Goose, c'était Julie Moore. Ouais. Il y en a beaucoup dans All Star Cast. Ouais. The Hours. Oui, quoi. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de King. Nicolas, quel est La Vita de Bella. la Kitabella? Avec qui tu aimes? Ah oui. C'est ça. Mon chat là, ça C'est ça la question. D'ailleurs, Pedro Almodovar, ça fait penser à Penélope Cruz. Ouais. Je sais pas si vous avez écouté, Penélope Cruz a dit un truc très très intéressant. Ils lui ont posé des questions en disant qu'il y a beaucoup de films en ce moment sur la diversité dans le cinéma et machin. Et donc elle a répondu, je sais pas si vous avez entendu, elle a tenu dans la classe très classe, mais genre très espagnol, très classe. Elle a regardé le journaliste et elle lui dit, mais pourquoi c'est encore une question la diversité? Ah ouais. Et j'ai trouvé ça génial. Ouais. Je me dis, mais pourquoi c'est encore une question à ce point? Et donc, Je sais que je me rappelle parce qu'il y avait
Women Day, Women's the 8 mars. Ouais, en mars, ouais. J'ai been hoping that one day we won't have the Women International Day because the fact that we have a day for women, there's something wrong. Elle a dit aux journalistes, elle a dit aux journalistes, elle a dit, cette semaine qui est donnée à Cannes, on a compté genre moitié, exactement moitié réalisateurs hommes et la femmes. À demander, mais pourquoi on compte encore? Ça ne doit pas être, tu vois, un truc basique. Okay. Enfin, tu vois, arrêter de parler de ça. Ça doit être un truc basique. Et il faut plus poser tu vois, les questions. Et tu sais comment sont les journalistes, ouais, ils posent ce genre de questions pour faire une réaction, genre, pour un truc qui passe en mode viral. Ouais. Alors, une question. J'ai une question. Dans quel film vous devriez jouer? Quel serait le film idéal dans lequel vous devriez jouer? Sans suite. J'ai toujours dit que j'aimerais beaucoup jouer le rôle de quelqu'un qui sait qu'il va mourir bientôt, parce qu'il pense que c'est une phase très importante dans la vie d'une personne, très touchée émotionnellement, très obstinable. Donc c'est un rôle que j'aime beaucoup. Et parce que je pense que c'est une très belle matière pour travailler avec en tant que tel. Voilà. Nicolas, est-ce que tu travailles encore avec des acting coachs? Parfois, oui. Et quand est-ce que toi, comme acteur professionnel, quand est-ce que tu sens le besoin de faire appel à un acting coach? Quand je fais un blocage, bien quand j'ai l'impression que, en préparant un rôle, j'ai l'impression que je fais quelque chose que je ne fais pas. Donc je pense, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. D'accord. Et t'as pas peur que cette autre personne, genre, sa vision ne colle pas à la tienne? Non, parce que c'est beau. Si la vision ne colle pas à la mienne, c'est encore plus beau parce qu'on expérimente ensemble. Et je pense que le conflit fait de vraies choses. D'accord. Oui, du coup, vous avez un seul coach ou différents types de coach, différentes méthodes? Il y a un que je travaille avec, parfois quand j'ai des rôles difficiles. Et en tant que méthode, tu sais, je sens que je swing toujours entre différentes méthodes. J'ai étudié Stanislavski en tant que, quand j'ai fait du théâtre, j'aime beaucoup. Mais parfois, je sens que ça ne marche pas, donc j'ai recours à quelque chose d'autre. Mais la base, c'est un peu plus Stanislavski. J'aime. Okay. Ouais. Et les dérivés de Stanislavski. Récemment, c'est un peu mal, c'est mon approche. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Je vais continuer avec mes questions. Avec qui tu aimerais coécrire? On donne aujourd'hui la possibilité de coécrire un court-métrage ou un long-métrage. Coécrire? Ouais. Avec deuxième, qui a... Avec un réel, avec un auteur. Peut-être un acteur, une actrice. Que ce soit français, international. J'aimerais Alphonse Royon. Ok. Pourquoi? Parce que il est hyper humain, hyper émotionnel, et en même temps, c'est hyper artistique. Je vois que c'est le but de ce que j'aime. D'accord. C'est pas documentaire, mais c'est pas... Bon. Désolé. Nicolas, est-ce que c'était déjà, je pense que oui, mais je vous pose quand même la question, ça t'est déjà arrivé de jongler plusieurs projets en même temps, simultanément, donc de travailler sur... Ouais, avant, oui, au début. Ouais. Et comment, en étant acteur, tu passes dans un jour de tournage sur X films et les lendemains sur les grandes, enfin comment... Tu sais, j'ai appris que c'est les gens qui savaient, acteurs et même équipe, qui font que tu es ce personnage maintenant. C'est bizarre, oui. Dave Jackson, on fait ça beaucoup. C'est par exemple, si je joue avec toi le rôle de Alain, quand je te vois, je sens que je suis Alain. Tu vois, je prends les autres. D'accord. Moi, je serais Jeff en face de toi. Comment? Moi, je serais Jeff en face de toi. Moi, je sais pas. Ali. Ok. Ouais, je pense que ça, c'est cool, c'est un travail collectif. Et parfois, c'est l'ambiance, c'est les gens, c'est the location, c'est un mélange de tout.
D'accord. Parce que je viens aussi de Montréal, donc l'emplacement est très important pour moi. Donc, ça, je me ground. D'accord. Et donc tu es en train de dire que même si tu vends plusieurs projets en même temps, c'est plutôt le projet, l'ambiance. Oui, c'est un switch qui te prend. Tu es présent dans un certain emplacement et tu réalises inconsciemment que tu es ce personnage parce que il y a le lot. D'accord. Oui. C'est intéressant. J'ai travaillé avec des acteurs et des actrices qui s'enfermaient sur eux-mêmes. Mais je sais pas jusqu'à quel point c'est évident pour l'équipe de film. Tu vois, parce que quand tu es sur un lourd, quand tu es sur une série, bah, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de, tu vois, il faut finir à ce rôle-là. Comment tu vois ça en tant qu'acteur, tu vois, vis-à-vis de l'équipe technique du film? Et à quel point l'équipe technique du film te commence à faire chier en gros, tu vois. Non, pour moi, c'est l'inverse. Moi, l'équipe technique du film, c'est la première audience. Okay. J'ai toujours une très belle relation avec la personne derrière la caméra. Ok. Parce que parfois, je sens que je joue pour lui ou bien pour elle. Bon, c'est ça. C'est comme sur scène, tu choisis quelqu'un dans l'audience et tu te fixes et tu joues pour lui. Pour moi, je fais ça parfois sur les régime de tournage. Ok. Est-ce que t'es un acteur qui revoit les... Non, jamais, j'aime pas. D'accord. J'aime pas revoir. Il y a des gens qui revoient les gays. Moi, même pas revoir. Pourquoi? Il y a une raison en particulier. Est-ce que tu revois le film avant sa sortie? Oui, je vois le film avant la sortie. D'accord. Parce que j'ai hâte de le voir. Ouais. Mais j'aime pas me voir durant le tournage. Parce que je suis être occupe très self-conscious. D'accord. Ok. J'aime pas ça. Je veux me voir. C'est ce qui est, genre, me vois avant le voir, je me sens. D'accord. Nicolas, quel conseil donnerais-tu aux nouveaux acteurs et actrices? Voilà. Be always true yourself. D'accord, mais soyez réel, dans la lecture, Réel avec vous-même. honnête. Réel avec vous-même. Réel. Et suivez toujours votre intuition. D'accord, C'est sûr, moi, c'est très important. C'est pris. D'accord, ok. Une dernière chose, est-ce que tu as déjà joué un rôle avec une actrice ou un acteur que tu détestes? Oui. Et ça se passait comment? Très bien. Tu leur montres que tu les détestes ou tu même joues Non, c'est bizarre, parce que je ne la voyais plus, je voyais quelqu'un d'autre. D'accord. Oui. Ok, très intéressant. Oui. Moi, ça se voit que tout de suite. Ah, non. J'ai une question. Puisque vous parlez plusieurs langues, est-ce que vous avez une langue dans laquelle vous avez joué? Et est-ce que il y a des personnages que vous préférez jouer dans une langue et d'autres personnages dans une autre langue? Oui, ça dépend des personnages. C'est une très belle question. Et c'est bizarre, je ne comprends pas pourquoi, mais il y a des personnages que parfois je lis, par exemple, un scénario, et je me dis, si j'étais en Égyptien, ça me serait très très beau. Mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que parce que les personnages, ça ressemble plus aux Égyptiens, par exemple, qu'aux Libanais, ou non, je ne sais pas pourquoi. Et la langue préférée pour moi de jouer avec, c'est l'Égyptien et l'anglais, l'américain. J'ai l'impression que j'ai oublié le français parce que ma femme est sud-africaine, donc je parle toujours anglais à la maison. Et j'aimerais bien aussi. Rafraîchis le blanc. Ouais. Vous savez que je vais être personnages, Jamais. Non, c'est très difficile. Je pense que toujours je passe les premiers jours dans... Ah oui, je sais que j'ai trouvé le personnage quand je doute, quand je me dis, c'est bizarre, ça va faire bizarre, mais quand je me dis que j'ai perdu le personnage, ça veut dire que je l'ai, c'est parce que je sens que je ne fais plus d'efforts. Donc quand l'effort part, là, je suis sûr que je suis bien. Mais pas au départ, parce qu'au départ, je sors par exemple, après 7-8 jours de tournage, je fais une scène, ensuite je me dis, mais c'était pas, par exemple, Alex, c'était moi.
Et ensuite, je pense, non, mais c'était Alex. Mais j'ai senti que c'était moi parce que je suis devenu tellement Alex. Ce qui est un très beau signe, ouais. Mais ça prend du temps. On a d'autres questions? Ok, donc là, on va faire un petit exercice. Ok. Je vais te laisser choisir une phrase ce soir. Simple. Tu as une petite phrase, genre, bienvenue en pandémie, voilà, mais il a fait très très chaud aujourd'hui, je choisis n'importe quoi. Moi, je vais donner l'émotion. Ah, ok. Et sur ça, J'aime pas, hein. allez, un petit essai. Ok. Ok. Genre, dis-nous en mode pas très content. Ouais, Ouais. Bienvenue au Fantasy Film Festival. bienvenue au Pandémie. Maintenant, on va dégoûter. Bienvenue au Pandémie du Festival. Ouais. Maintenant, en mode des stories. Bienvenue au Pandémie du Festival. Oh, tu sais réfléchir. J'ai réussi. Ah non, ça, c'est le même que le festival de l'art. Je suis pas un chef, je sais ce qu'il y a. Ah oui, effectivement, voilà. Bah, écoute, Nicolas, c'était vraiment un plaisir. Merci, la deuxième. De discuter. Merci pour tous. Merci pour tout le monde. Donc, la vidéo sera disponible sur YouTube dans les prochains jours. Là, est-ce qu'il existe le champ il y a d'autres questions avant de terminer la discussion? D'autres questions? Donc, encore une fois, merci beaucoup. C'était un plaisir de voir parmi nous pendant le festival et qui sera avec nous demain pendant la soirée de prédiction. Un mot que... Je suis hyper content d'être parmi nous. J'ai beaucoup aimé les films. C'est très beau de voir qu'il y a des gens qui aiment le cinéma. Ouais. Et spécialement le cinéma indépendant pour moi. En plus, c'est vraiment, comme je te dis, c'est ça où on doit rechercher. Tu sais, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a dans les grands-mères de Sirène, c'est que il y a vraiment ce vent indépendant. Ouais. Ça veut dire, on y est, on raconte vraiment. Ouais, c'est hors énorme. Ouais. C'est là. C'est là. Ouais, ça veut dire, il m'a arrêté parce qu'à un moment donné, on faisait des films pour l'équipe, tu vois, pour attirer l'attention. Ouais. J'ai l'impression que cette année, je vois beaucoup de films qui vraiment, je vais pas dire de films d'auteur, mais parce que ça ne correspond pas à la définition des films indépendants avec un nouveau vent, une nouvelle vague dans le cinéma indépendant français. C'est vraiment très intéressant. Ouais. Merci Nicolas. Bonne soirée. Donc, je vous invite tous là. Merci. Il y a une question. Je suis qui te frotte de l'air. Il y a fait 26. Bonjour les gens. Bonjour. Justement, j'ai une question qui t'est arrivée parce que je reviens des sens que tu viens de dire. Tu as vu des films là pendant le festival sans nommer un film. Est-ce qu'il y a un film qui t'a vraiment touché? Oui, il y a trois coup de cœur. Trois coups de cœur. Ok. Mais ça va dénoncer. Non, je sais pas parce qu'on n'a pas discuté avec les autres membres du jury, donc je sais pas. Mais Je suis pas responsable des résultats. mais dis-nous pourquoi. Voilà, ça va. Pourquoi? Il y a un qui. Ok, c'est pourquoi ils sont. Ouais, sans les. Ouais. Il y a un qui est hyper enfant, mais dans le sens réel, très émotionnel. C'est une réflexion très belle émotionnellement. Il y a un qui est artistiquement hyper beau, hyper joli, très subtil, qui ne montre pas trop, mais qui te laisse. Est-ce qu'on parle de direction artistique ou de technique? Non, genre produit. Le premier, c'est un truc très émotionnel, très enfant. D'accord. Très beau. C'est comme lire un livre. C'est comme si j'étais en train de lire un livre.
Le deuxième, c'est artistiquement très bien fait. Et ça te laisse penser. Et le troisième, c'est inverse. Tu te prends et tu es ailleurs. Ouais. C'est très intéressant. On retient l'émotion, on retient l'aspect artistique, direction artistique, mais aussi technique. Parce que et le troisième, c'est l'aspect, la dimension fantastique, peut-être, au genre. C'est un rêve, oui. D'accord, on va faire notre recherche ce soir. D'accord. Merci pour partager aussi la perspective. D'ailleurs, si vous avez des questions sur vos films, n'hésitez pas à nous poser des questions. Voilà, il va vous dire, mais sans spoiler les résultats. De toute façon, la délibération, c'est demain. Ouais, non. Cool. Merci beaucoup encore une fois. Je vous invite au cocktail, au networking event qui va passer là-haut. Buvez pas trop, je suis pas responsable de wax et qui n'en produit. Bon, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir, Nicolas. Merci. Et je vous vois. Et rien. C'est beau, sexy, hein. C'est juste là. Merci encore une fois.